Paris, la ville lumière. Oui, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Aujourd'hui, on plonge dans l'une des transformations urbaines les plus incroyables de l'histoire. On va voir comment la capitale française est passée d'un vrai labyrinthe, souvent insalubre, à la métropole qu'on connaît. C'est une histoire de chaos, de vision et on peut le dire, de chirurgie urbaine à très très grande échelle. Regardez ça. D'un côté, un enchevêtrement de ruelles sombres, surpeuplées. De l'autre, de larges avenues lumineuses, bien droites. Entre ces deux images, il y a seulement quelques siècles, mais c'est comme deux mondes différents. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on a bien pu passer de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une ville change aussi radicalement? Avant de comprendre cette transformation, il faut d'abord casser un peu le mythe. On a tous en tête l'image de carte postale du Moyen-Âge, un peu romantique, mais la réalité de tous les jours, elle, était bien plus sombre. Et, disons-le, beaucoup plus odorante. Faut bien comprendre que les villes médiévales n'ont pas du tout été planifiées. Elles sont poussées un peu comme des organismes vivants, de manière complètement organique, en s'étendant autour d'un point central comme un château, une église ou une place de marché. Le résultat, c'est un vrai labyrinthe de rues, un chaos urbain, on a l'impression que chaque ruelle va finir en cul-de-sac. Ok, alors maintenant, essayons d'imaginer. Ça ressemblait à quoi une journée typique dans ce labyrinthe? Imaginez des rues qui ne dépassent jamais 5 mètres de large. La lumière du soleil, elle, peine vraiment à arriver jusqu'au sol parce qu'elle est bloquée par les étages des maisons qui se penchent les unes vers les autres. Il n'y a pas de trottoir, évidemment. Sous vos pieds, c'est de la boue, un sol glissant. Avancer dans la rue, c'était un vrai parcours du combattant, tous les jours. Et puis, la rue, c'était le cœur de la vie sociale. C'était là que tout se passait. Il y avait les cris des marchands, les coups de marteau des artisans, les bêlements des chèvres. Tout ça se mélangeait aux discussions des gens. C'était un peu un théâtre permanent, un lieu de vie super intense, mais aussi un chaos sonore et visuel de tous les instants. D'ailleurs, il y a une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, tenir le haut du pavé, qui vient directement de là. Le centre de la rue était un tout petit peu surélevé pour que les eaux usées puissent s'écouler sur les côtés. Du coup, c'était la partie la moins sale. Les plus riches marchaient là, au milieu, et forçaient littéralement les autres à marcher dans la crasse des bas-côtés. C'était les inégalités sociales gravées à même le sol. Allez, accrochez-vous, un chiffre qui donne le vertige. Prenez une petite ville, à peine 6000 habitants. Chaque année, cette ville produisait environ 330 tonnes de matière fécale. Oui, 330 tonnes. La question est simple, mais où est-ce que tout ça pouvait bien aller? La réponse est aussi simple qu'elle est terrible. Tout était jeté directement dans la rue. Il y avait une sorte de ruisseau central qui servait d'égout à ciel ouvert et qui transportait non seulement les déchets humains, mais aussi les restes des boucheries, les rebuts des tanneries, en gros, un vrai bouillon de culture pour toutes les maladies, en plein cœur de la ville. Et cette situation qui était déjà critique va être poussée à son point de rupture avec la révolution industrielle. C'est ce qui va faire basculer Paris dans une crise absolument sans précédent. Les nouvelles usines attirent des centaines de milliers de travailleurs venus des campagnes. La population de Paris explose, littéralement. En à peine 50 ans, elle double, pour dépasser le million d'habitants en 1850. C'est une véritable bombe démographique qui éclate dans une ville déjà à l'agonie. Le problème, c'est que la structure de la ville, ces rues médiévales, n'était absolument pas faite pour encaisser un choc pareil. La circulation devient quasi impossible, les rues sont bouchées en permanence. La ville suffoque, et les conditions de vie qui étaient déjà déplorables se transforment en un véritable cauchemar sanitaire. Et la conséquence directe de cette surpopulation insalubre, c'est bien sûr la maladie. Le choléra va frapper Paris avec une violence inouïe. On a 2 vagues dévastatrices, plus de 18 000 morts en 1832, et rebelote en 1849 avec près de 16 000 morts. Paris était devenu un véritable piège mortel. Il fallait faire quelque chose, et vite. Face à cette crise majeure, une solution va être imposée. Une solution radicale, autoritaire, pensée pour transformer la ville une bonne fois pour toutes. Cette citation, c'est celle de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Elle résume parfaitement son ambition. Il revient d'un exil à Londres et il est bluffé par la modernité de la capitale anglaise. Il se met alors à rêver d'un Paris nouveau, un Paris aéré, sain et grandiose. Mais pour un projet aussi fou, un rêveur ne suffisait pas. Il fallait un homme de fer, un exécutant. Et Napoléon III va trouver la personne parfaite pour ce job, le baron Haussmann. Il le nomme préfet de la Seine en 1853 avec une mission très claire. Faire le ménage, embellir et moderniser Paris, coûte que coûte. La philosophie d'Haussmann, elle est simple, elle tient en un seul mot, la circulation. Pour lui, une ville saine et moderne, c'est une ville où tout circule librement. Les marchandises, bien sûr, mais aussi les gens, l'air, la lumière et l'eau. C'est cette idée de flux qui va servir de guide à la plus grande opération de rénovation urbaine de l'histoire. Et le résultat, c'est ce contraste saisissant
On voit que de nouvelles artères, bien droites, sont littéralement percées, éventrées à travers le vieux Paris médiéval. Ce n'est même plus une rénovation à ce stade, c'est une opération de chirurgie à cœur ouvert, menée pour sauver la capitale. Pour mener à bien ce projet titanesque, une véritable armée a été mobilisée. Il faut imaginer 80 000 ouvriers, artisans, ingénieurs, qui ont transformé Paris en un chantier permanent et gigantesque. Pendant près de 20 ans, la ville a vécu au rythme des pioches et des marteaux. C'était tout simplement le plus grand chantier d'Europe. Mais bien sûr, cette révolution urbaine, même si elle était sans doute nécessaire, elle a eu un coût énorme, financier bien sûr, mais aussi un coût patrimonial et surtout un coût humain. Sur le plan technique, les résultats sont spectaculaires. Au total, 64 km de nouvelles avenues sont créées. Des artères qui sont aujourd'hui mythiques, comme le boulevard de Sébastopol ou la rue de Rivoli. Elles vont complètement redessiner la carte de Paris et structurer la ville pour les 100 prochaines années. Mais ce progrès a eu un revers terrible. Pour tracer ces belles avenues, il a fallu détruire. En à peine 10 ans, ce sont 25 000 maisons qui sont rasées. Des quartiers entiers sont effacés de la carte et des dizaines de milliers de personnes, souvent les plus pauvres, sont déplacées de force. Mais ce projet n'a pas seulement changé les rues, il a aussi créé un visage, une identité visuelle pour Paris. De toute cette destruction est née une esthétique nouvelle et unifiée, le fameux style haussmannien. Ces façades en pierre de taille, ces balcons qui courent le long des étages, ces toits en zinc, c'est ce paysage, né de la démolition, qui est devenu l'image éternelle de Paris. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'un côté, Haussmann a sans aucun doute sauvé Paris. Il a guéri la ville de ses maladies en lui apportant l'air, la lumière, la modernité. Mais de l'autre, le remède a été incroyablement brutal, avec la destruction d'un patrimoine unique et le déplacement de ses habitants les plus fragiles. Et l'histoire de Paris pose en fait une question qui est toujours d'actualité aujourd'hui pour toutes les grandes villes du monde. Jusqu'où peut-on aller au nom du progrès? Le débat reste ouvert. Merci de votre attention.